Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Hyperion Podcast. Moi c'est Alex. Moi c'est Max. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter Disneyland en Californie. Et puis, on vous donnera aussi notre avis à la fin du podcast, mais c'est plus pour vous donner une idée de ce qui vous attend si un jour vous prévoyez d'aller à Disneyland en Californie. Donc, il faut savoir déjà que Disneyland, c'est le tout premier parc à thème Disney dans le monde, ouvert par Walt Disney lui-même en 1955. Donc le concept original de Walt Disney était de voir un parc permanent et familial de loisirs sans les éléments associés au carnaval et fêtes foraines. Lui, il aimait pas trop ces lieux-là d'ailleurs. Il développa ses idées durant ses sorties avec ses filles, quand il réalisait qu'il n'y avait aucun parc où les activités permettaient aux parents et aux enfants de s'amuser ensemble, et surtout que c'était des lieux un peu sales, pas terribles, tout ça. En fait, Walt Disney racontait que qu'il sortait tous les samedis, donc c'était le jour du papa, et il allait avec ses deux filles au Griffith Park de Los Angeles. Et pendant que ses deux filles tournaient encore et encore sur un carrousel, lui il était assis sur un banc à manger des cacahuètes, et c'est là qu'il a imaginé Disneyland. Enfin, du moins, il y a pensé pour la première fois. Donc au début des années 50, il fait travailler des membres des studios Disney pour la conception du parc. Et c'est en 1952 qu'il crée la société WED Enterprises pour regrouper les employés attelés au projet. D'abord situé en face des studios, le futur parc s'étoffe rapidement et nécessite plus de place. Après des recherches menées par le Standard Research Institute, Disney acheta une plantation d'oranges à Anaheim, au-dessous de Los Angeles. Malheureusement, en manque de financement, Walt a dû vendre son assurance vie, sa maison de vacances et demander de l'aide. C'est même la chaîne ABC qui, en charge de la signature d'un contrat pour une émission télévisée et la série Zorro, finança le parc à hauteur de 500 000 $. Les travaux débutèrent en août 1954 et le parc ouvre le 17 juillet 1955. Comme vous le savez sûrement, le concept du parc aussi nommé Royaume Enchanté, donc Magic Kingdom, a été dupliqué par la société Disney sur plusieurs sites. Donc on a Walt Disney World Resort en Floride, Tokyo Disney Resort au Japon, Disneyland Paris en France, Hong Kong Disneyland Resort en Chine, ainsi que Shanghai Disney Resort. Alors Max, est-ce que tu peux nous dire de quoi est composé Disneyland en Californie? Alors, le Disneyland California est composé de deux parcs à thème avec combien d'hôtels? De trois hôtels? Trois hôtels, ouais. Trois hôtels. Nous avons le California Adventure, qui est le deuxième parc, et le Disneyland Resort, qui est le premier parc. Un Downtown Disney qui est équivalent au Disney Village, un peu plus grand, d'un monorail, parce que c'est quand même exclusif un monorail. Le Disneyland Hotel, comment il s'appelle le deuxième hôtel? Alors on a le Paradise Pier Hotel qui est devenu Pixar Pier Hotel très récemment. Et on a le Grand Californian Hotel qui est juste à côté de Disney California Adventure. Et qui est très proche du parc, hein, parce que il est collé au parc. On peut même marcher et voir les gens aller aux fenêtres. Exactement. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est vous présenter Disneyland tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, nous allons commencer évidemment avec le parc Disneyland. Dans un premier temps, Main Street USA, rue emblématique des parcs Disney, allée principale, où vous aurez déjà une première attraction, qui est le Disneyland Railroad. Ah oui, alors c'est quoi le Disneyland Railroad? Eh ben c'est comme chez nous, le train qui fait le tour du parc. Il a 4 stations. Ouais, alors du coup, il y a la gare de Main Street, il y a la gare de New Orleans Square, la gare de Mickey's Toontown et la gare de Tomorrowland. Voilà, alors que chez nous, on a combien de stations? On en a 4 aussi. On en a 4 aussi, ah oui c'est vrai, on en a 4. Du coup, sur ce Disneyland Railroad, il n'est pas bien... Ça reste une attraction très similaire à ce que nous on peut trouver à Disneyland Paris, donc nous avons la possibilité dans cette attraction de passer dans Splash Mountain, mais on va aussi circuler au niveau du fleuve des rivières du Far West. Et on va retrouver aussi dans cette attraction le fameux Grand Canyon Diorama. Mais il y a une scène en plus que nous avons sur ce Disneyland Railroad qu'on n'a pas à Disneyland Paris. Est-ce que tu te souviens ce qu'on peut voir à bord du Disneyland Railroad? Il y a une scène supplémentaire où on peut voir les dinosaures.
Absolument. Ensuite, pour ce qui est de Main Street, nous allons avoir diverses boutiques et restaurants. Nous avons également quelque chose d'assez particulier à Disneyland, c'est la fameuse caserne des pompiers, où il y a cette fameuse lampe à la fenêtre qui est tout simplement l'appartement de Walt Disney. Exact, qui a fait construire pour pouvoir avoir un appartement privé pendant son déplacement sur le parc. Exactement, comme ça lui permettait de se reposer, lui et sa famille, et de prendre du bon temps, et d'avoir vue sur son Main Street finalement. Petite anecdote que vous savez sûrement, Walt Disney gardait toujours cette lumière allumée quand il venait, ce qui faisait comprendre aux cast members que le chef était là, le patron était là, Walt Disney était là. Et depuis sa mort, cette lumière est toujours restée allumée en sa mémoire, et comme ça on sait que l'esprit de Walt Disney est resté dans ce parc. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre en termes d'attractions sur Main Street USA? Oui, l'attraction de Lincoln. Ouais, Great Moments with Mr. Lincoln. Oui, le tout premier animatronique de Walt Disney, où il a pu montrer sa force sur l'imagination et la technologie qu'il voulait développer. Il faut pas oublier que cet animatronique a beaucoup intrigué les visiteurs. Il y en avait qui pensaient que c'était une vraie personne. Quand Lincoln se lève de la chaise, les gens ne croyaient pas à leurs yeux. Ils pensaient que c'était une vraie personne. Oui, ils étaient choqués, et il y avait des cris dans la salle, et apparemment c'était assez mémorable comme moment. Un petit peu plus loin dans Main Street, on a une petite galerie, Main Street Cinema, où nous pouvons voir certains des courts-métrages mettant en scène Mickey. On peut même voir Steamboat Willie, si je dis pas de bêtises, mais d'autres courts-métrages avec Mickey, parmi les premiers courts-métrages en tout cas. Ensuite, un peu plus loin dans Main Street, nous allons avoir le fameux Central Plaza, comme nous pouvons avoir à Disneyland Paris, avec la statue de Walt et Mickey. Dans toute l'allée de Main Street, nous pouvons voir également le trolley avec le cheval, ainsi que diverses voitures qu'on appellera Main Street Vehicles. Au bout de ce Main Street, nous avons le château de la Belle au Bois dormant, donc le tout premier, l'original. De toute façon, vous allez voir que dans ce resort, vous avez beaucoup d'attractions dans leur version originale, à quelques exceptions près quand même. Tout est quasiment original. Donc moi, ce que je te propose, puisqu'on parle du château de la Belle au Bois dormant, nous allons nous rendre à Fantasyland. Qu'est-ce qu'on peut retrouver quand on franchit le château de la Belle au Bois dormant? Eh bien, on peut découvrir directement le carrousel. Oui, alors nous avons le carrousel qui, ici, est plutôt le carrousel du roi Arthur. Oui, et il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas le carrousel, c'était les tasses d'Alice. Ouais, ils ont changé de place, les tasses et le carrousel, absolument. Ouais. Effectivement, nous avons ce carrousel. Sur la droite, nous avons l'attraction Peter Pan's Flight, donc, qui est une attraction bien similaire à celle qu'on peut avoir chez nous, qui est une attraction aussi qui date de l'ouverture de Disneyland. C'est une des rares attractions qui est encore présente depuis l'ouverture du parc. En face de Peter Pan's Flight, nous avons Snow White's Enchanted Wish. Alors ça, pour le coup, c'est une attraction qui a changé très récemment, car avant, elle s'appelait Snow White's Scary Adventure, qui est une attraction qui met en scène les aventures de Blanche-Neige. Pareil, une attraction qui a changé très récemment, et que nous pouvons retrouver dans sa version originale chez nous, tout simplement, à Disneyland Paris. Blanche-Neige, c'est une attraction qui a ouvert en même temps que le parc en 1955 et du coup qui a été modifiée il y a maintenant quelques années. L'attraction en elle-même reste plus ou moins la même, c'est plutôt la fin qui a été changée. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. À côté de Blanche-Neige, nous avons Pinocchio's Daring Journey, donc une aventure à bord d'un petit véhicule où vous allez vivre les aventures de Pinocchio. Une attraction qui, encore une fois, est très similaire à la nôtre. Pour le coup, cette attraction ne date pas de l'ouverture de Disneyland, et d'ailleurs, Walt Disney n'a jamais travaillé sur cette attraction. Elle date des années 80. Nous avons une autre attraction qui est à côté de Peter Pan. Et là, pour le coup, c'est une exclusivité que nous n'avons pas à Disneyland Paris et dans aucun autre parc Disney au monde, du moins pas à l'heure actuelle. Je veux bien sûr parler de Mr. Toad's Wild Ride, une attraction mettant en scène les aventures de Monsieur Crapaud, ou du moins c'est mes aventures. Petit dark ride très très sympathique qui a son succès. Oui, moi j'ai bien aimé, franchement c'était un dark ride très sympathique, avec des effets très bien faits malgré tout, parce qu'on peut ressentir des vibrations dans certaines scènes. Et pour le coup, encore une fois, c'est une attraction qui a ouvert en 1955. Donc c'est une attraction de Walt Disney, qui depuis a quand même été améliorée.
mais c'est quand même une des rares attractions qui reste encore présente depuis l'ouverture du parc. Et qui a quand même des temps d'attente assez longs, on va dire. C'est assez populaire. Je dirais même que l'attraction est même plus populaire que Pinocchio, là-bas en tout cas. Oui, mais après, faut savoir que les véhicules, c'est que par 2. Ouais, donc c'est vrai que le temps d'attente monte très rapidement aussi. Ensuite, un petit peu plus loin dans Fantasyland, nous avons des attractions un peu plus classiques, comme Dumbo the Flying Elephant, donc les petits Dumbo volants. Nous avons parlé des Mad Hatter Stick-Ups aussi, donc qu'on appellera Mad Tea Party. Nous avons un petit peu plus loin les Storybook Land Canal Boats, donc petite balade en bateau dans le pays des contes de fées, comme nous on a à Disneyland Paris. Quelle est la subtilité par rapport à notre version ? Chaque bateau a son propre moteur et son propre cast member qui tourne un jog pour faire marche avant, marche arrière et qui choisit la vitesse du déplacement et qui en même temps raconte l'histoire. Oui, donc c'est ça qui est sympa, c'est qu'en fait c'est le cast member qui va un peu te raconter les contes et je trouve ça vachement cool et intuitif. Juste à côté il y a une autre attraction qu'on a aussi, mais sous une version différente. Casey Junior Circus Train, le petit train du cirque de Dumbo, Casey Junior. Et je trouve ça très très bien. Ça reprend vraiment le petit train du Dumbo et on est vraiment sur des rails de train classiques. La particularité de cette attraction, c'est qu'il y a un lift à un moment donné avec une légère descente et on va prendre une légère accélération. C'est un cast member qui pilote le train. C'est vrai que pareil, c'est assez plaisant en fait. Là, le cast member ne va pas vous raconter une histoire, mais va vraiment pour le coup piloter le train et je trouve ça vraiment intéressant et très très sympathique. Et il y a aussi le Dark Ride d'Alice au Pays des Merveilles, que je trouve ça très sympathique. Il y a une partie intérieure et une partie extérieure. Alors, les effets à l'intérieur, je pense qu'ils ont été améliorés avec le temps parce qu'il y a des projections. C'est pas cher. Et c'est une attraction de Walt Disney. Oui, c'est une attraction de Walt Disney. Elle a ouvert 3 ans après l'ouverture du parc, en 1958. Ça coûte pas cher. Et on voit que Disney Imagineering et Walt Disney est passé là. Alors, à côté de Alice in Wonderland, il y a une attraction que j'adore, et qui pourtant ne plaît pas à tout le monde. Ça peut être une attraction qui est très appréciée comme une attraction qui est très détestée. Et je veux parler de Matterhorn Bobsled. Pour moi, cette attraction est incroyable. Alors, qu'est-ce que Matterhorn Bobsled ? C'est un type coaster... Et pas des moindres. Le premier coaster Disney. Oui, le premier coaster Disney, ça c'est vrai, oui. C'est une attraction de Walt Disney, donc qui est ouvert en 1959, donc 4 ans après l'ouverture de Disneyland, qui représente évidemment la montagne du Mont Cervin en Suisse. C'est une attraction, tu sens qu'elle est vieille parce que tu te prends beaucoup de secousses quand tu fais l'attraction, mais moi je trouve que ça fait le charme de l'attraction. Et encore une fois, c'est une attraction qui certes a un débit pas très élevé, mais qui a son public finalement. L'attraction est très populaire, et une autre particularité que j'aime beaucoup dans cette attraction, c'est que tu as 2 circuits. Oui, on a l'impression de faire la course avec les autres personnes, ce qui est très sympa. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'on est obligé de fuir le Yeti. Moi, c'est une attraction iconique que j'aime faire à chaque fois que je viens là-bas, et pour moi, elle restera iconique. On en reparlera dans un autre podcast où on se concentrera vraiment que sur cette attraction-là, parce que encore une fois, il y en a beaucoup de choses à dire dans ce podcast. Nous allons aller un petit peu plus loin dans Fantasyland pour retrouver la mythique It's a Small World dans sa version originale, encore une fois. Donc attraction présentée à l'exposition universelle 64-65 à New York, dans le pavillon UNICEF et Pepsi Cola. Attraction qui a pour but de rassembler le monde entier finalement, par le biais de petites poupées correspondant à différents pays du monde entier, tous les pays du monde entier même. Un plutôt beau message finalement, car malheureusement c'est des choses qui sont encore actuelles aujourd'hui. La paix dans le monde, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'attraction, voilà, c'était un très beau message de la part de Walt Disney. L'attraction a eu son succès lors de l'exposition universelle et c'est Walt Disney qui a décidé d'implanter cette attraction dans son parc. Donc l'attraction a ouvert en 1966 à Disneyland en Californie, peu de temps finalement avant le décès de Walt Disney. Et une attraction qui aujourd'hui, encore une fois, est populaire et aimée de tous finalement, c'est un emblème, It's a Small World. Oui. Et petite particularité aussi sur ce It's a Small World, si vous avez l'occasion de venir pendant les fêtes, l'attraction change pour une version de célébration des fêtes de fin d'année. Oui, Fantasyland Theater aussi. Mickey et The Magical Map. On va dire que le fil conducteur de ce genre de spectacle n'est pas souvent différent, mais ça fait le taf et c'est très sympathique. Et là, nous avons fini avec Fantasyland et nous allons nous rendre dans un land
qui est assez particulier. Nous allons parler de Mickey's Toontown. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ce land, nous avons un roller coaster, un dark ride avec projection, plus un dark ride un peu plus ancien qui est Roger Rabbit. Déjà, Toontown, c'est basé de base sur Roger Rabbit. Ça représente un peu la ville que nous pouvons voir dans Roger Rabbit, donc la ville des Toons, avec effectivement Roger Rabbit's Cartoon Spin. Donc ce qui est assez particulier avec cette attraction, c'est que c'est un dark ride, comme on pourrait voir avec Pinocchio ou Blanche-Neige, mais pas tout à fait, c'est-à-dire que ces véhicules-là ont une particularité. On peut les faire tourner, tout simplement comme une tasse. 360 degrés. Voilà, et ce véhicule est le taxi qui s'appelle Lenny. Donc voilà, un petit dark ride très sympa où vous pouvez vivre les aventures de Roger Rabbit, du moins la partie animée du film. Donc, juste à côté de Roger Rabbit, nous avons une des plus récentes attractions de Disneyland en Californie. Nous allons évidemment vous parler de Mickey and Minnie's Runaway Railway. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette attraction? Déjà, c'est une attraction de type trackless. On se retrouve dans différentes scènes comme une fête foraine, une tornade, dans une usine, une ruelle, enfin plein de choses. Donc vous allez voir Mickey et Minnie, mais aussi Pluto, Donald, Dingo, etc., etc. Daisy aussi. Donc encore une fois, une des plus récentes, puisqu'elle a ouvert tout simplement l'année dernière. Donc ensuite à côté de cette attraction, nous avons le Gadgets Go Coaster. C'est un kiddie coaster de Tic et Tac et les Rangers du Risque. Et GoGo Gadget, c'est la petite souris qui est dans la série à l'époque. Ok, et puis ensuite, dans ce land, vous pouvez retrouver diverses petites choses comme la maison de Mickey, celle de Minnie, ainsi que le bateau de Donald et de la petite maison de Dingo aussi, si je dis pas de bêtises. Nous allons passer maintenant de l'autre côté, ou du moins de l'autre côté de Fantasyland pour arriver au niveau de Tomorrowland. Alors, Tomorrowland, c'est le monde de demain, une version que nous on pourrait connaître sous la forme de Discoveryland à Disneyland Paris, mais là c'est encore autre chose. Je pense que Disney devrait rester sur cette vision-là et ils ont continué à l'être sur certaines choses et c'est très bien comme ça. Oui, moi j'aime beaucoup aussi ce côté un peu pas cheap, mais très rétro-futuriste. Alors nous avons un système de transport qui est le monorail. Et il faut savoir que ce monorail a une particularité, c'est qu'il a 2 gares à Tomorrowland et une gare à Downtown Disney. Donc finalement, le seul moyen d'accéder au parc depuis le monorail, c'est d'y accéder par Tomorrowland. Exactement. On n'est pas forcément obligé de prendre l'entrée principale du parc. On peut utiliser le monorail et s'arrêter directement à Tomorrowland. En fait, au plein milieu de Downtown Disney, vous avez la station. Vous avez juste à scanner vos tickets. On vous fait passer le tourniquet et après vous avez directement la file d'attente pour le monorail. Et dès que celui-ci arrive, vous avez juste à embarquer dedans et ce sera la prochaine station, donc la station de Tomorrowland, et vous arrivez directement dans le parc sans avoir à rescanner de tickets car vous l'avez déjà fait avant d'embarquer. Et je trouve ça plutôt sympathique. Un tout petit peu à côté du monorail, vous avez le sous-marin, donc Finding Nemo Submarine Voyage, une attraction où vous allez voir les profondeurs de l'océan dans un sous-marin. Dans un sous-marin, maintenant c'est avec Nemo, et ce qui est sympa c'est qu'on peut voir les fonds marins. Ouais, depuis nos petits hublots. C'est pas une attraction que j'affectionne particulièrement. C'est assez particulier, donc c'est à faire. À côté, nous avons les mythiques Autopia, les petites voitures du futur, très sympathiques. Moi, je préfère même cette version à notre version à Disneyland Paris, bien que l'attraction, le type d'attraction en lui-même est pas bien différent. Vous voyagez dans vos petites voitures. À côté, vous avez du coup la gare du Disneyland Railroad. Vous avez également un théâtre Tomorrowland Theater. Vous avez aussi Astro Orbitor, donc les fusées volantes, ainsi que l'attraction Buzz Lightyear Astro Blaster, donc une attraction encore une fois comme à Disneyland Paris où vous allez tirer sur des cibles dans le monde de Toy Story. L'attraction Star Tours l'aventure continue, donc c'est tout simplement le simulateur de vol, encore une fois pas bien différent de ce qu'on peut trouver à Disneyland Paris, simulateur de vol sur Star Wars, où encore une fois vous avez des séquences différentes selon le nombre de fois que vous allez faire l'attraction. Et nous avons oublié une attraction majeure quand même. Space Mountain. Alors, Space Mountain. Space Mountain, c'est un roller coaster qui est bien différent de ce qu'on peut retrouver chez nous. Il faut savoir que c'est un roller coaster où il y a 0 inversion, avec un audio embarqué. Enfin, au début, il n'y avait pas d'audio embarqué, ça a été ajouté plus tard dans les années.
Je trouve cette attraction très bien au niveau de la file d'attente et de l'extérieur. Ça fait très futuriste, pareil, au niveau des décors et de la file d'attente, c'est très bien pensé. Cette attraction est très bien intégrée, c'est à faire. C'est une attraction à faire et qui est très bien au niveau frisson. Et la particularité de ce Space Mountain, j'en parlais tout à l'heure, c'est que, pour le coup, et c'est une des seules fois d'ailleurs où on aura ce cas-là, l'attraction n'est pas construite dans sa version originale. La version originale de Space Mountain se situe à Walt Disney World en Floride, et non à Disneyland en Californie. Une attraction qui est souvent mal aimée d'ailleurs des visiteurs français. Oui, parce que soi-disant, il n'y a pas d'inversion, ou il n'y a pas de looping. Il est familial, mais quand même, c'est sympa. Moi je le trouve très sympathique, ouais. C'est sympa. Donc nous avons fini avec Tomorrowland, et nous allons partir de l'autre côté du parc, en commençant par un land qui, pareil, est très récent. Je veux parler de la Star Wars Galaxy's Edge. Land basé sur le thème de Star Wars, où nous allons être sur la planète Batuu, donc une planète qui a été inventée spécialement pour les parcs Disney, où nous allons trouver 2 attractions. Donc la première attraction, ça va être le Millennium Falcon Smuggler's Run. Donc c'est un simulateur de vol un peu à la Star Tours, où nous allons embarquer dans le cockpit du Faucon Millennium. La particularité aussi de cette attraction, c'est que vous allez en fait tout simplement piloter le Faucon Millennium. Oui, elle est interactive. Ça veut dire qu'en gros, vous allez devoir appuyer et piloter le vaisseau. Tout le monde fait quelque chose à l'intérieur. Et je sais que moi, j'étais au niveau du pilotage. Le seul truc que je peux reprocher à cette attraction, c'est que certes, on pilote l'attraction, mais il y a une latence. Ça manque de réactivité. Alors que juste à côté, il y a une attraction qui, personnellement, m'a mis une claque dans la tête. C'est Star Wars Rise of the Resistance. Bluffé par cette attraction, fantastique. Faut savoir que dès l'instant que vous rentrez dans la file d'attente, de toute façon, vous êtes dans l'attraction. Vous faites l'attraction. On est des recrues fictifs de la Résistance. On voit bien qu'on est en train de passer une formation assez rapide. C'est très bien. J'ai beaucoup aimé cette attraction. Mais si on pouvait avoir cette attraction-là, ce serait formidable. Surtout qu'on n'a pas le même système de transport tout le long de l'attraction. C'est-à-dire qu'on commence l'évolution à pied. Et d'ailleurs, ça représente, on va dire, les 3/4 de l'attraction. Et après, on a un parcours scénique qui s'étale sur quoi, 4 minutes, 4-5 minutes. Très bonne attraction, du coup, en trackless, qui clairement a su faire ses preuves. On en voit autant d'attentes qu'on peut attendre pour cette attraction. Donc elle est vraiment incroyable, cette attraction. Et après, vous allez avoir dans le land différentes boutiques, points de restauration et autres. On va pas s'étaler là-dessus, on est plus là pour vous parler des attractions. Nous allons continuer sur un land qui, toi et moi, nous est très cher. Je veux bien sûr parler de Critter Country. Critter Country qui, comme vous le savez, à l'heure actuelle, ne compte plus qu'une seule attraction, majeure en tout cas. Je veux parler là de l'attraction Les Aventures de Winnie l'Ourson. Donc les Aventures de Winnie l'Ourson, c'est quoi? C'est un petit dark ride où vous allez vivre les aventures de Winnie l'Ourson et de ses amis. Et du coup, à côté de cette attraction, il y avait jusque-là l'attraction Splash Mountain. Donc c'est une attraction aquatique, première attraction à bûche dans un parc Disney, imaginée par Tony Baxter, mettant en scène le conte de la Mélodie du Sud. Brer Rabbit, Brer Fox et Brer Bear. Donc c'est ça, c'est que l'attraction elle met plutôt en scène la partie animée du film que la partie réaliste. Attraction qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus, qui va être thématisée, mais nous comptons pas vous en parler parce que voilà. Mais telle qu'elle était jusque-là, en tout cas, c'était Splash Mountain, c'était une attraction très sympathique. Malheureusement aujourd'hui la seule façon de faire l'attraction c'est de vous rendre à Tokyo. Donc n'hésitez pas. Ensuite, dans Critter Country, nous avons les canoës. Donc Davy Crockett's Explorer Canoes. Sympa l'accent. Deux petits canoës pilotés par les cast members et les visiteurs d'ailleurs. Vous allez faire le tour de Rivers of America. À côté de Critter Country, nous avons encore une fois un land qui n'existe pas, Disneyland Paris. Je veux parler évidemment de New Orleans Square, land qui abrite quand même 2 attractions très emblématiques. Donc la première, c'est Haunted Mansion, qui est la première version des maisons hantées de Disney. Oui, qui est très sympa. Pendant les événements d'Halloween, aller en Mr. Jack. Donc c'est vrai que l'attraction est transformée pendant les saisons Halloween et Noël, donc effectivement Haunted Mansion Holiday, où effectivement les personnages de l'étrange Noël de Monsieur Jack prennent possession de la maison et c'est très sympa pour avoir fait les 2 versions, c'est très sympa. Mais la version originale du coup date d'il y a bien longtemps et voilà, c'est une attraction aujourd'hui qui est emblématique dans les parcs Disney. On connaît tous les musiques de l'attraction,
l'ambiance y est, c'est vraiment une atmosphère très sympathique. Nous avons également une gare, donc la gare du Disneyland Railroad à côté de Haunted Mansion, suivie de plusieurs zones de restauration et on a vraiment l'impression d'être dans la Nouvelle-Orléans à ce moment-là. On a un petit square très très sympa. Des petites ruelles aussi. Des petites ruelles aussi, ouais, vraiment très très cool. À l'autre bout de New Orleans Square, donc c'est un land qui est assez petit quand même. À l'autre bout de New Orleans Square, nous avons les Pirates des Caraïbes, qui, encore une fois, est dans sa version originale. Oui. Là-bas, on nous raconte l'histoire des pirates, tandis qu'à Disneyland Paris, on vit vraiment l'histoire. Donc finalement, l'attraction est bien racontée en Californie, à Disneyland, parce que l'attraction, finalement, nous fait vivre un flashback de ce qui s'est passé à l'époque avec les pirates. Et je trouve que c'est vachement bien introduit dans ce land. Et juste à côté, nous avons Frontierland, qui contient notamment l'île Tom Sawyer. Qui est accessible avec des rafts. Voilà, donc très sympathique, petite balade à pied que vous pouvez faire, qui ferme assez tôt en fin de journée, hein. Je pense que ça ferme à la tombée de la nuit. Très sympathique, et vous avez également aussi le fameux Mark Twain Riverboat, qui là-bas n'est pas en lambeaux, qui fonctionne très très bien même, que vous pouvez emprunter pour visiter les rivières de l'Amérique. On peut aussi monter sur un bateau pirate qui fait aussi le tour du lac. C'est vrai, le Sailing Ship Columbia, très beau bateau pirate effectivement. Et pour finir avec Frontierland, nous pouvons pas passer à côté de Big Thunder Mountain Railroad, une attraction qui a encore une fois été imaginée par Tony Baxter. Donc c'est un coaster type train de la mine, une attraction qui existe chez nous à Disneyland Paris, mais là pour le coup c'est vraiment dans sa version originale et qui je trouve est dans son jus, hein. Elle fonctionne très bien et elle est très 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 sympathique. Oui, très bien entretenue. Une fluidité au niveau du parcours, je m'y attendais pas la première fois. C'est plus compact que chez nous. Je m'y attendais pas, mais il est très très rapide et très sympa. Et c'est à faire. C'est une attraction qui est populaire encore aujourd'hui, hein. Beaucoup d'attentes. Oui, bien sûr. Il nous reste désormais plus qu'un endroit à explorer du parc Disneyland. Je veux bien sûr parler de Adventureland, où nous allons pouvoir retrouver la fameuse Treehouse, donc qui depuis l'année dernière est redevenue Adventureland Treehouse, parce qu'en fait il y a encore de ça peu de temps, l'attraction était thématisée sur Tarzan et a fermé plusieurs années pour retrouver un aspect plus original, donc parlant notamment de Robinson Crusoe. Donc petite balade à pied qui a été refait vraiment à neuf, que nous n'avons pas eu l'occasion de faire, du moins en sa version actuelle. À côté de cet arbre, il y a une attraction incroyable. C'est une de mes attractions préférées. Bien sûr, je veux parler de Indiana Jones Adventure. Alors, qu'est-ce que c'est Indiana Jones Adventure ? Alors Indiana Jones Adventure, la plupart des attractions dans Disneyland, c'est tous des petites attractions avec des types de transport assez compacts. Là, on arrive dans un système de transport surdimensionné. Et on se dit, mais comment ils ont pu installer ça? Alors, cette attraction, elle est extraordinaire. En fait, il faut savoir que pour cette attraction, ils ont carrément inventé une nouvelle histoire d'Indiana Jones. Donc l'attraction, elle s'appelle Indiana Jones and the Temple of the Forbidden Eye. Donc en français, on traduirait ça par le temple de l'œil interdit. Et si je ne dis pas de bêtises, l'histoire de l'attraction, c'est que tu as un idole, donc qui est tout simplement le fameux œil interdit, que tu ne dois pas regarder dans les yeux, auquel cas, si jamais tu le regardais dans les yeux, il laisserait ta peau, quoi. C'est une attraction à ne pas rater quand on va à Disneyland. Je pense que si vous allez en séjour à Disneyland et que vous vouliez faire cette attraction, vérifiez si elle n'est pas en réhabilitation. Parce que c'est vraiment... Ce serait dommage de la manquer. Exactement, c'est vraiment dommage de manquer cette attraction. Ouais, et puis le système de transport est incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu es sur un espèce de 4x4 qui fait en même temps simulateur, c'est vraiment incroyable. De se dire qu'il y a une grosse attraction comme ça, ouais. Ça se voit que Disney commence à monter de level avec les années en fait. Ils ont tellement bien implanté l'attraction en plus, c'est-à-dire que ils ont fait passer la file d'attente sous le Disneyland Railroad pour mettre le bâtiment, ce qu'on appelle le show building, vraiment de l'autre côté finalement. Oui, et on y voit que du feu. Donc cette attraction est incroyable et elle est à faire, à refaire et encore à refaire sans cesse. Et juste à côté, nous avons la mythique Jungle Cruise, petite attraction pas des moindres, hein, quand même une attraction qui a ouvert en même temps que le parc, qui est une attraction de Walt Disney où vous allez embarquer dans un petit bateau. Dans cette attraction, nous sommes des touristes qui visitent une jungle où il y a un guide qui va nous guider et nous montrer un peu les différents animaux de cette jungle en empruntant une rivière qui est racontée par le cast member et jouée par le cast member.
Ouais, attraction emblématique des parcs Disney. Et pour finir cette présentation du parc Disneyland, il nous reste une petite attraction emblématique. Je veux bien sûr parler du Enchanted Tiki Room. Vous prenez place dans une petite salle où vous allez voir des perroquets audio animatroniques qui chantent. Une attraction de Walt Disney, très sympathique et encore une fois à faire si vous êtes passionné par Disney. C'est un spectacle qui fait son charme encore aujourd'hui et que pour moi reste une attraction emblématique des parcs Disney. Exactement. Donc voilà, nous avons fait le tour du parc Disneyland en Californie. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve du coup dimanche prochain pour la seconde partie où nous parlerons donc de Disney California Adventure. À bientôt. À bientôt.